Gramsci définit la crise comme le moment où le vieux monde résiste encore et le nouveau peine à naître. Grâce au soutien des États, le néolibéralisme résiste encore quand le mercantilisme renaît de ses cendres. Qu'il vienne de Chine ou des États-Unis, un nouveau modèle économique apparaît sous nos yeux. Un pouvoir avide de territoires à conquérir, impérialiste sur le plan économique. Est-ce que nous sommes à la fin d'une configuration historique particulière, c'est-à-dire à la fin de ce que les économistes de la régulation ont appelé un régime d'accumulation? Autrement dit, est-ce que nous vivons une période de crise? Alors, je reformule la question de cette manière, qui doit être un peu déconcertante, tant la réponse semble aller de soi. Ben évidemment, on est en crise. On n'arrête pas de parler de crise. On parle de crise tout le temps. Du reste, ça fait pas loin de 40 ans que nous sommes supposés être en crise. Alors là, il faut commencer à s'interroger, bien sûr, parce qu'une crise qui dure 40 ans, on est à la limite du cercle carré. Donc il faut commencer à se poser des questions conceptuelles. Et là encore, en faisant la différence des appréhensions de sens commun et des élaborations un peu plus analytiques. Bon, l'élaboration de sens commun de la crise, c'est quand ça va mal. Il y a une crise quand ça va mal. Par exemple, donc c'est la crise saisie comme phénoménologie ou symptomatologie. Il y a du chômage de masse. Ah, ça, c'est un signe de crise. Il y a des énormes inégalités, enfin, un signe de crise. Ou, dans d'autres époques, il y a une énorme inflation, signe de crise, etc. Est-ce que le chômage de masse est un indicateur de crise? Non. Non, parce que la crise, ça n'est pas quand ça va mal, entre guillemets, parce que d'abord, quand ça va mal, ça dépend des points de vue. Il y a des gens pour qui ça va très bien. Merci. La crise, c'est quand ça change. C'est-à-dire lorsque se transforment significativement les institutions, la configuration institutionnelle, qui est en quelque sorte l'armature du régime d'accumulation. Donc, si on veut savoir s'il y a crise, posons-nous la question, est-ce que ça change? Vous savez, ce qu'on vit à l'heure actuelle, c'est la chute du néolibéralisme. C'est la preuve que le néolibéralisme est profondément une imposture. Parce que ce qui fonde le néolibéralisme, c'est la mobilité des facteurs, capital et travail. C'est le fait de dire, si il n'y a pas d'activité au Togo, mais qu'il y a de l'activité en France, moi, Togolais, je peux quitter le Togo pour aller travailler en France. Et quand est-ce que je m'arrête? C'est quand les opportunités en France seront tellement faibles parce qu'il y aura eu tellement de Togolais qui vont arriver en France qu'il sera indifférent de vivre au Togo ou de vivre en France. C'est à ce moment-là que j'arrête le processus de migration du Togo vers la France. C'est ça, le néolibéralisme. C'est le grand marché mondial avec la mobilité des facteurs capital et travail. Sauf que dans les faits, il vous faut un visa pour arriver en France. Le visa Schengen, avec tout ce que vous connaissez comme étant le parcours du combattant. Okay. Donc, on a des barrières à l'entrée qui font que la régulation néolibérale ne s'effectue jamais. Et il me semble que c'est le grand retour de l'État. J'ai l'impression, je ne suis pas le seul évidemment, que l'État, la réorganisation de l'économie par l'État, c'est quelque chose qui est devant nous. Et que finalement, le libéralisme et l'ultralibéralisme tel qu'on a pu le connaître, il va continuer à s'appliquer dans certains pans de la société, en particulier pour le marché du travail des déqualifiés, des gens qui sont peu qualifiés ou déqualifiés. Il va continuer à s'appliquer pour un certain nombre de marchandises, de biens et services à l'intérieur des États-nations, mais que ces États-nations vont être de plus en plus en compétition les uns avec les autres. Et que finalement, la militarisation, la remilitarisation des États-nations depuis une dizaine d'années, l'explosion des budgets militaires, et en particulier l'explosion des budgets des marines nationales d'un grand nombre de pays dans le monde, va nous amener vers une forme de réétatisation de l'économie, c'est-à-dire une économie
qui est de nouveau belliqueuse au sens du XVIIe siècle, c'est-à-dire mercantiliste au sens du XVIIe siècle, au sens où les États vont de nouveau imposer leurs entreprises, si possible leurs grandes entreprises monopolistiques, sur d'autres terrains d'intervention que les leurs, dans des pays moins puissants, dans des zones plus malléables, je dirais, en ne passant pas par des institutions libérales. La Chine est dans ce qu'on appelle le néo-mercantilisme. Vous savez, à l'époque mercantiliste, donc au XVIe siècle et XVIIe siècle, on pense que ce qui fonde la richesse, c'est le commerce, notamment le commerce au loin, l'accumulation de métaux précieux, et puis un État qui booste un peu les activités de ces commerçants, de ces entrepreneurs. Et ce qui marque le mercantilisme, c'est le fait d'être protectionniste à l'import. Donc on ne laisse pas entrer les produits étrangers, mais on est très agressif à l'export. Et on accumule la richesse de ce fait, ce qui permet de lever les armées pour faire la guerre. L'invention de l'arme à feu au XIVe siècle a créé les conditions fondamentales pour le développement mondial du capitalisme. Les colonies n'auraient jamais pu être conquises sans la suprématie militaire. Si l'on observe aujourd'hui la situation, on voit bien que la stratégie militaire gagne partout du terrain et qu'aujourd'hui on assure l'approvisionnement en matières premières par des actions militaires. On essaye de recréer des dépendances afin d'ouvrir de nouveaux marchés ou pour interdire aux autres de le faire. Par exemple, dans la lutte pour le marché pétrolier, on tente d'éliminer les nouveaux producteurs qui mettraient en danger l'hégémonie des puissants. On essaye de favoriser certains échanges commerciaux et d'interdire certains autres. Si la militarisation est une composante du capitalisme, alors oui, le capitalisme est effectivement un modèle réussi pour ces 200 dernières années. Le commerce, c'est la guerre. Et effectivement, quand on voit la façon dont la marine chinoise reprend petit à petit possession d'un hinterland, d'une zone géographique qu'elle contrôlait au XVIIIe siècle. Les amiraux chinois, au XVIIIe siècle, ils pouvaient aller frapper très très loin, jusqu'en Afrique. Cette reprise de possession d'une zone géographique, évidemment, elle se heurte, bien sûr, aux forces américaines dans le Pacifique. Alors d'abord, pour l'instant, ils se heurtent de manière... ils se frôlent, ils se jaugent, ils se regardent. Mais l'aboutissement de tout cela, bien sûr, ce sont des conflits multipliés. Très probablement, conflits multipliés pour l'accès aux ressources. Parce que les ressources, elles se raréfient, comme chacun sait, de plus en plus. Et par conséquent, l'accès aux ressources et l'accès au marché en termes belliqueux, il ne peut s'exprimer si on a des États-nations en compétition, comme je le crois, de manière exacerbée dans les décennies qui viennent, que par de nouveaux conflits. We see in the conflicts that currently exist in the economic realm between the United States Dans les and China, conflits économiques entre les États-Unis et la Chine, perhaps a remote foundation, but il y a a une origine foundation peut-être nonetheless éloignée, for mais une conflict. origine quand même What's d'un going conflit on armé. in the South China Sea right now, En mer where de Chine du last Sud, week there la was semaine an dernière, incident where il y a eu un the incident two entre deux military navires boats, militaires, one of Chinese un and one, Chinois et un Américain. from the US, had a very close encounter, Ils ont almost failli se hit each rentrer other. dedans, Of course, each side chaque camp accusant accuses the l'autre, other bien évidemment. of the problem. Now, this is certainly connected C'est très to clairement lié à l'émergence de la Chine qui devient un challenger et ça remet en question le pouvoir de domination mondiale des États-Unis. a dominant world power, and that's connected to globalization.
Turgot, je crois, avait donné la vérité en disant que l'essence de la pratique économique, c'est de donner le moins pour avoir le plus. Une fois qu'on a énoncé en son essence la pratique économique de cette manière, il est évident qu'on a logé le conflit en son cœur, puisque chaque agent part de vers soi, fait sienne la maxime, et qu'elles ne sont pas mutuellement compatibles. Voilà. Que les rapports marchands puissent être terriblement conflictuels et même violents, on le sait par exemple dans les rapports de sous-traitance. Les rapports qui unissent les donneurs d'ordre et les sous-traitants sont des rapports, particulièrement dans la configuration contemporaine du capitalisme, qui peuvent être d'une brutalité inouïe. Bon, l'économie est une forme, et l'économie capitaliste à plus forte raison, est une mise en forme particulière de cette conflictualité essentielle, de cette violence anthropologique. On peut en discuter des propriétés, mais la nier, ça évidemment c'est tout à fait impossible. Or, c'est ce que fait le discours ordinaire de l'économie qui répète marché, marché, marché. Alors que ce dont il faut partir, c'est, oui, capitalisme, rapports sociaux, conflits, subordination, etc., etc. Des raisons économiques pour les guerres, il y en a toujours eu. Quand les gens sont désespérés, ils deviennent violents. Si l'armée industrielle de réserve devient trop importante, il n'est pas exclu qu'on connaisse des conflits justifiés économiquement. Pensons par exemple à l'Irlande, où les catholiques et les protestants apparemment s'opposent pour des raisons religieuses. En fait, c'est un conflit économique. En Afrique, nous avons une armée industrielle de réserve, des gens sans emploi, qui n'ont aucune perspective pour s'employer. Ils ne peuvent qu'essayer de rejoindre l'Europe. Pensons à la bande de Gaza, où une génération entière ne sait pas quoi devenir. Elle n'a connu que la violence. Et pour elle, la violence est le seul moyen d'agir. Elle n'a plus rien à perdre. Elle n'a aucune perspective. Historiquement, de mauvaises conditions de vie ont toujours mené à la guerre. Qui n'a pas un morceau de pain, prend un caillou.